Parti pour la star. Bonjour à toutes et tous. Pas de Donc, pression. c'est ça. On vous a préparé, donc, avec Béranger, qui va se présenter juste après, la petite histoire, on va dire, la petite histoire d'Olot, l'évolution, les différents paliers qui ont été passés. Donc, on va faire avec Béranger un peu en mode interview, question-réponse, structurée sur sa démarche. Et Béranger, je suis ravie de te laisser donc la parole pour commencer sur qui tu es, bien sûr, depuis quand tu es à ce poste, et peut-être l'historique, et bien comprendre le contexte d'Olot, ce que vous faites, et, avant de passer dans la petite histoire RSE. Yes, merci Domiti et bonjour à tous. Donc moi c'est Béranger, je suis le responsable RSE pour l'Europe, pour la partie Europe du groupe Olot. Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je suis chez Olot. D'abord pour un poste de responsable QSE, donc en charge des certifications, et depuis peu en tant que responsable RSE, donc un peu moins d'1 an. Et du coup vous verrez dans la présentation pourquoi ce changement aussi de poste. Passer du QSE au RSE, ça avait tout un sens pour le groupe. Olot, c'est tout d'abord un des leaders de marché sur le matériel d'élévation de personnes. En fait, on conçoit, on produit et on maintient des nacelles élévatrices de tout type. On a des nacelles ciseaux, des nacelles articulées, des nacelles télescopiques, et on les produit pour toute hauteur jusqu'à 43 mètres. Olot, c'est une entreprise familiale, donc appartenant à la famille Sobo. Donc, vous avez un historique rapide sur la droite de la slide, avec notamment la première nacelle estampillée Olot qui a été commercialisée en 1986. Après, il y a tout un tas d'autres jalons qui sont importants pour le groupe, mais que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Mais en lien avec le sujet du jour, on a les lancements des gammes Pulseo que vous voyez en 2018, qui sont nos machines électriques tout-terrain et qui ont vraiment lancé quelque chose chez nous sur cette partie développement durable. Si on regarde un peu nos offres sur la slide suivante, en fait, on a 5 usines qui sont chargées de produire les machines, donc sur la partie Olot équipement. On a une partie service financier que je ne détaillerai pas, et on a une grosse partie importante qui est la partie service. On a 21 filiales de distribution qui sont implémentées un peu partout dans le monde. Et le but de cette partie, c'est de mettre à disposition les machines à nos clients et de réaliser les maintenances quand ils veulent nous confier la maintenance de leurs machines. Donc, on conçoit nos machines, on les produit, on les design, on a un R&D chez nous, on les distribue et on les maintient. On a une offre aussi qui est importante, mais on reviendra un peu plus loin dans le webinaire. C'est notre offre Second Life. Ça a commencé en 2018 et en fait, c'est une offre qu'on propose à nos clients pour reconditionner leurs machines. Donc, leurs vieilles machines, on les remet à neuf et ils peuvent les réutiliser. Et on a une seconde offre qui est arrivée pour la partie occasion, c'est-à-dire qu'on rachète du matériel d'occasion, on les reconditionne et après on les repropose à une nouvelle type de clientèle dans le Restart Center que vous voyez sur le côté, mais on en parlera un peu plus loin également. Et rapidement, donc ça c'est nos métiers, j'en ai parlé, on les conçoit, on les distribue. On a une petite offre location aussi. Après, vous verrez que nos clients sont surtout des loueurs, donc on ne vient pas en contradiction avec cette partie-là. Mais on a une petite offre de location de courte durée qui est venue dans notre catalogue. Et dans les marchés qu'on touche, donc les loueurs de matériel, vous connaissez tous les Kiloutou, les Loxam, donc ce sont nos principaux clients. On touche également les industries qu'on appelle les end users, donc c'est les industriels qui achètent directement les nacelles parce qu'ils en ont besoin dans la maintenance de leur bâtiment ou pour d'autres types d'activités. Et on conçoit aussi une petite partie de machines spéciales, en fait, notamment pour l'armée ou pour d'autres entités. On s'adapte à la demande des clients et on offre aussi quelques innovations sur cette partie-là. Voilà rapidement pour le groupe Olot, pour vous brosser un peu la façon dont on travaille. Il y a toute la partie service qui est aussi importante pour nous et qui représente qui est de plus en plus importante chez nous. On a notamment des hubs logistiques, dont un qui est situé pas loin de Lyon, qui alimente nos filiales en termes de pièces de rechange, mais nos clients peuvent également commander directement les pièces de rechange chez eux. Donc on a ce service en interne. On a forcément le support technique. On a également une offre de formation pour justement aider les loueurs
à maintenir nos machines. Ils ont des techniciens en propre et du coup, on les forme pour pouvoir maintenir nos machines. Et on a des solutions de télématique qui arrivent aussi, qui permettent, on va en reparler un petit peu plus loin aussi, et qui donnent quelques données supplémentaires à nos clients sur l'utilisation des machines. Merci beaucoup. Donc, on voit bien une belle grosse entreprise locale, familiale, donc grosse empreinte là-dessus, industrielle, secteur construction, ça, et qui va aussi pas mal du produit au service. Tu as commencé à toucher du doigt certaines actions RSE, enfin, en tout cas l'intégration, la prise en compte de l'environnement. On s'est dit, en fait, toi, tu as vu différents paliers. Le premier, c'était avant 2017, donc un peu historiquement, c'était quoi les actions qui étaient menées par le groupe Olot? En fait, au niveau produit, on parlait beaucoup de sécurité. Parce que l'ADN du groupe a toujours été de mettre à disposition des clients du matériel permettant de sauver des vies et d'éviter des situations de travail qu'on a tous vues sur les sites internet, un peu rocambolesques, sur des échelles, sur des escabeaux et autres. Donc là, c'est vraiment dans l'ADN du groupe, c'est de fournir des solutions de travail sûres en hauteur. Au niveau environnement, on suivait principalement les normes en vigueur, même s'il y a eu quelques innovations quand même à l'époque, hein, notamment on a mis dessus le Olot Stop Emission System. C'est l'équivalent du Start and Stop que vous avez sur vos véhicules, mais appliqué au nacelle. On avait quand même notre Off Second Life, dont je vous ai déjà parlé avant, qui est arrivé à peu près à cette époque et qui a permis de reconditionner, d'offrir une deuxième jeunesse en fait aux machines de nos clients. Et sur nos usines de production, on s'était lancé dans des certifications ISO 14001, mais vraiment focalisé sur nos usines françaises uniquement. Ok. Du coup, la logique derrière, c'était quoi? Vous aviez une ligne conductrice? La ligne conductrice, c'était vraiment la conformité réglementaire. À ce moment-là, c'était vraiment ce qui nous engageait dedans. Voilà, même si on était engagé dans des certifications environnementales, voilà, on était vraiment drivé par la réglementation et la sécurité. Et ça se reflétait aussi, du coup, avec les certifications ISO et du coup les audits qui vont avec, ça se reflétait aussi dans les remarques des auditeurs. Ils voyaient très bien la culture sécurité, qui est dans l'ADN du groupe, mais qui est aussi qu'on mettait également en avant pour nos collaborateurs. Mais ils nous ont toujours dit qu'il y avait encore beaucoup de progrès à faire pour qu'on atteigne le même niveau de culture en termes environnemental et social. Okay. Sur la partie sociale, en 2017, a quand même commencé quelques interrogations au niveau du groupe, parce qu'a été lancé en 2017 le premier engagement de survey auprès de tous les collaborateurs du groupe. Donc c'était vraiment dans le but de transformer les groupes. On a demandé l'avis à l'ensemble des collaborateurs à cette époque pour commencer justement la transformation sur tous les sujets qui pouvaient être présents dans le groupe. Okay. Après, ce que tu disais, il y a eu quand même un gros déclencheur de passer un palier. Ça oui, c'est ça, parce que après, je n'étais pas encore présent à l'époque, parce que je suis arrivé en 2019. Mais de ce qu'on m'a raconté, c'est que le pivot s'est vraiment fait à partir de cette déclaration d'Alexandre Sobo. Donc Alexandre Sobo, c'est notre actuel directeur général au niveau de l'OT. Il a fait cette citation en 2017 et pour lui, le futur de l'élévation, c'était l'électrique. C'est d'ailleurs à peu près à cette époque que notre COMEX, donc le comité exécutif, a publié une déclaration de mission, en fait. Et à l'intérieur de cette déclaration de mission, on a parlé de la Blue Strategy. La Blue Strategy chez Olot, c'est en fait l'électrification de l'ensemble de notre gamme et l'arrêt du développement de toutes nouvelles machines au niveau diesel. Donc c'est à peu près en 2018 que cette déclaration est arrivée et qu'est arrivée cette stratégie qu'on a appelée bleue pour cette partie électrique. Ça se reflète là dans le développement, c'est ça? Vos produits, services? De 2017 à 2021, donc il y a eu la sortie de cette gamme qu'on a appelée Pulseo, dont j'ai parlé au tout début. En fait, Pulseo, c'est dans la gamme Olot, en fait, on a déjà 70% de nos machines qui sont électriques, mais ce sont nos petites machines, les petites machines ciseaux, les petites télescopiques qui sont sur le sujet. Mais du coup, on avait toute la gamme des grosses machines, donc 16 mètres, 20 mètres, jusqu'à 40 mètres, où voilà, c'était encore du diesel parce qu'on avait besoin du diesel pour avoir de la puissance. Et du coup, a été développée cette gamme Pulseo, qui sont les machines électriques tout-terrain. C'est-à-dire que la promesse d'Olot sur cette partie Pulseo, c'est d'avoir la même efficacité des machines diesel en version électrique.
Donc, on a une première machine qui est sortie en 2018, une 20 mètres, et là, on est en train d'électrifier petit à petit toute notre gamme pour la rentrer dans cette gamme Pulseo. Même si voilà, on voulait électrifier le nacelle, on a quand même fait des choses sur les machines diesel, avec juste encore un peu de réglementation là-dessus, parce qu'il y a les réglementations au niveau moteur qui ont changé. Et du coup, on a développé pas mal de choses là-dessus pour nos machines, avec les normes qu'on a appelées Stage 5. Donc là, vous aviez la réglementation, vous aviez l'appui du DG avec une déclaration forte. Et après, tu disais, il y a l'écoute marché que vous devez avoir de manière assez régulière, mais qui est devenu poussé également sur ces sujets-là. C'est ça, en fait. C'était beaucoup toutes les actions que vous voyez sur le côté, que ce soit sur nos solutions, sur nos programmes aussi. Parce que du coup, après l'engagement de survey, on a également écouté nos collaborateurs. Donc, on a lancé pas mal de programmes sur le sujet. Mais on était vraiment sur la partie écoute client par rapport aux réponses aux appels d'offres, par rapport aux questionnaires de satisfaction auxquels on pouvait répondre et auxquels nos clients répondaient. L'écoute du marché était importante aussi, avec la participation de l'OT à beaucoup de salons, avec du benchmark qu'on réalisait sur certaines des machines de nos concurrents. Et puis, du coup, l'écoute employée qui était importante depuis 2017. Donc, on voit quand même que vous faisiez quand même pas mal d'actions. Donc, ça, c'était avant 2021, hein, jusqu'en 2021. Ouais. À ce moment-là, vous posez des questions sur comment passer un palier, c'est ça? C'est beaucoup lié à ce que je disais sur la partie audit et culture environnementale. Donc, on avait beaucoup de retours, mais pas forcément que des auditeurs. Notre culture environnementale était vraiment très basse par rapport à notre culture sécurité. On commençait à parler de développement durable, mais on avait du mal à savoir ce qui faisait partie ou non d'une démarche développement durable dans toutes les actions qu'on avait menées jusqu'à maintenant. Et surtout, en fait, on avait vraiment du mal à valoriser toutes les actions qui cadraient avec cette partie-là. Et on avait du mal à montrer à nos clients qu'on avait déjà des choses qui correspondaient à cette partie. Mais aussi à nos collaborateurs. On a des collaborateurs qui étaient vraiment qui nous posaient beaucoup de questions sur le sujet et on avait vraiment du mal à leur montrer qu'on s'en occupait déjà. Donc c'est à ce moment-là que vous décidez en fait de vous lancer dans une démarche du coup RSE et pas que environnementale, hein, globale, c'est ça? C'est ça. Donc là, l'idée c'est de nous expliquer un peu c'était quoi les différentes étapes de la démarche, hein? Comment vous avez avancé, structuré. En fait, quand on dit démarche, c'est que vous avez commencé à vouloir structurer vraiment de manière plus proactive une démarche, hein, c'est ça? Plutôt que d'être plutôt en réactif du marché et de la réglementation. C'est complètement ça. En fait, tout démarre, j'en ai déjà parlé, hein, mais tout démarre de nos certifications ISO, avec cette remarque de culture sécurité, culture environnement. Et on avait au niveau du groupe, en fait, un comité sécurité qui se réunissait pour parler de tous ces sujets, de faire avancer des actions et de mettre des objectifs sur ces parties sécurité. Et on s'est posé la question, du coup, de faire la même chose pour l'environnement afin de progresser. Et en parallèle, on avait la direction du groupe qui se posait des questions pour leur nouveau plan stratégique pour 2025. Ils voulaient mettre quelque chose sur le développement durable sans vraiment savoir quoi annoncer et quoi mettre à l'intérieur. Du coup, on a plusieurs membres du COMEX qui sont venus nous voir quand on en a parlé de ce projet de monter un comité environnement. Ils nous ont demandé de voir un peu plus loin et de parler de développement durable à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a initié du coup derrière une réflexion avec un petit groupe de travail autour d'un séminaire. Hein, on a réuni à peu près une vingtaine de personnes de profils et de départements différents sur la base du volontariat. J'insiste sur le volontariat, c'est qu'on a poussé personne à participer à ce séminaire. On a fait un appel aux collaborateurs, on leur a demandé qui souhaiterait travailler avec nous sur la réflexion autour d'une démarche de développement durable pour le groupe. Donc on avait des gens du marketing, du service, on avait même un technicien itinérant de nos filiales de distribution, donc les techniciens qui font la maintenance de nos machines, qui étaient présents lors de ce séminaire. Donc ce séminaire a été fait en décembre 2021, donc avec Optim, avec vous, avec l'objectif en premier lieu de faire prendre conscience à tous des enjeux autour du développement durable, pas seulement pour l'entreprise, mais également à titre perso. C'était important aussi qu'on essaye de lier ça avec le quotidien des personnes.
L'objectif était aussi de parler un langage commun parce que on avait tous des informations sur le développement durable. Enfin, tout le monde parlait de sujets, mais sans vraiment comprendre ce qu'il y avait derrière et ce que ça impliquait sur les termes qu'on utilisait. Et on voulait également avoir une première approche par les objectifs de développement durable. Et du coup, L'objectif était de ce choix sortir. des objectifs de développement durable, il s'est fait via cette volonté d'avoir un langage commun, c'est ça? En tant C'est que, ça. On devait selon sortir, les... on devait sortir de ce séminaire avec une vision RSE et avec une priorisation des ODD pour le groupe. Vision qui ensuite allait être utilisée par le COMEX pour Je vous intégrer dans les interromps. ambitions. Je vous interromps, Domitille Béranger. Un petit mot pour expliquer ODD, là, le graphique qu'on voit. Ça vient d'où ces ODD et voilà, je pense que c'est bien de le repréciser. C'est vrai qu'on a un langage d'expert déjà, ça y est. C'est vrai. Les ODD, ça date de 2015 à peu près. Plus de 190 pays de l'ONU qui sont réunis à cette époque et qui ont décidé de mettre des objectifs de développement durable de 1 à 17, donc il y en a 17 en tout. À la base, c'est surtout des objectifs pour les pays, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à les utiliser pour cadrer leurs démarches, pour cadrer leurs actions et se définir des objectifs aussi. Et du coup, c'est un type de référentiel que vous nous avez proposé chez Optim et qui nous a bien plu dans le sens où le langage est facile. On parle d'éducation, on parle d'égalité, on parle de mots simples. Et du coup, ça nous a bien plu quand on nous a proposé cette solution et on a décidé d'y aller parce qu'on se disait que ça pouvait nous aider également à mieux faire passer les messages du développement durable au travers de ces images et de ces mots simples. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Merci, très bien, oui. Et 17, ça peut paraître beaucoup. Et donc, effectivement, l'idée de la démarche, c'est de sélectionner, de prioriser les ODD qui sont pour vous aujourd'hui, maintenant. Voilà, prioritaire, mais je sais pas, on développera plus tard. En tout cas, c'était un premier jet, en effet, comme le disait Béranger, avec 25 personnes, dont des parties prenantes internes, hein, principalement. Principalement. Mm. On en parlera à la fin, mais on risque de changer et de demander vraiment à nos parties prenantes maintenant de nous aider à définir ça. Mais là, on devait le faire en interne pour avoir une première idée des ODD qu'on voulait choisir pour cadrer nos actions. C'est ça. Très bien. Et donc ça, c'était quand même une grande étape justement de mobilisation et de premier jet. Ouais. Une question générale qui est sur le nombre de salariés pour le groupe Olotte, on n'a pas dû le dire en fait, en Europe. Au total, on est 1900 dans le groupe et à peu près 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes, entre 1000 et 1100 pour l'Europe. Voilà. Et on est du coup Merci. présent en Europe, on a une partie Amérique et une partie Asie, Chine également. Du coup, les étapes suivantes, oui, après cette réflexion, ça a été d'intégrer du coup les résultats de ce séminaire RSE dans les ambitions 2025 du groupe et de constituer un comité RSE pour l'animation et le pilotage de la démarche. Les ambitions 2025, donc on a une représentation graphique sur le sujet qui est juste derrière pour vous le présenter. On est vraiment sur la représentation graphique de notre plan stratégique. C'est déployé maintenant auprès de tous les collaborateurs du groupe, donc ils sont tous à même de vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Si on regarde bien, en plus, on a déjà beaucoup, au-delà de la phrase assurer notre développement durable, on a déjà beaucoup d'éléments du développement durable qui sont à l'intérieur. Le prendre soin des personnes, prendre soin des employés, prendre soin des partenaires, prendre soin de la société. On a notre vision qui est en dessous, qui est notre motto, qui est d'offrir des expériences de travail en hauteur valorisables. Derrière, on a un descriptif des ambitions et stratégies du groupe. Donc, il y a 12 axes stratégiques qui ont été choisis pour 2025. Un de ces 12 est d'assurer le développement durable du groupe. Yeah. Et pour chacun de ces 12 projets, en fait, on a des comités de pilotage qui ont été décidés pour chacun de ces axes stratégiques. Et on en a profité du coup de monter notre comité de pilotage au niveau de l'axe stratégique assurer notre développement durable. On l'a transformé en comité RSE.
Donc le comité RSE, c'est à partir de ce moment-là que du coup ma fonction a changé et je suis passé responsable RSE au niveau Europe et pas uniquement QSE. On a un pilote du programme, on a un steering committee, donc avec beaucoup de personnes qui ont participé pendant le séminaire, parce que pendant le séminaire, ils avaient émis le souhait de continuer à travailler avec nous sur le sujet. Donc on a certaines personnes qui sont maintenant dans ce comité RSE. Et ça fait un petit moment maintenant que notre comité RSE se réunit et on essaye de faire participer un maximum de personnes. Les participants au séminaire RSE qui font pas partie du steering viennent quand même faire des présentations sur certains sujets qu'ils ont envie de partager. On essaye vraiment d'avoir le maximum de personnes et de les laisser dans la boucle pour continuer sur la dynamique qui avait été plutôt bonne après le séminaire en décembre 2021. Et un point important aussi, c'est qu'à l'intérieur de ce steering committee, on a un membre du COMEX, donc qui est à l'intérieur, qui n'est pas le pilote de la démarche, qui est là en tant que participant et pour nous aider justement à trouver des idées, à trouver des leviers pour que la démarche puisse fonctionner au niveau du groupe. Intéressant, oui. Très bien. Donc là, vous aviez une base de la stratégie, enfin en tout cas vraiment une base de feuille de route, votre comité RSE, et là, il y avait ensuite de passer de cranter, de se dire comment on pose nos objectifs, c'est ça? C'est ça, parce que une des premières tâches qui avait été confiée au comité RSE, c'était de proposer une feuille de route RSE en face de la vision qui avait été proposée et qui est maintenant présente dans le cadre de nos ambitions 2025. Cette vision a été affinée au fur et à mesure, mais voilà, le but c'était vraiment d'organiser la démarche et les actions qui allaient être liées à cette démarche. Et du coup, on a voulu continuer à utiliser la démarche des ODD. On avait commencé avec ça avait vraiment plu à tout le monde et qu'on voyait que ça commençait à prendre et que les gens adhéraient à cette façon de faire. Du coup, on a choisi de continuer pour cadrer nos actions et on a sollicité Optime du coup pour nous y aider dans la foulée de l'accompagnement qui a été fait pendant le séminaire. Il y a eu une phase de diagnostic. Le questionnement, mais toi globalement, puis nous on va revenir un tout petit peu sur le type de questionnement qu'on propose. Globalement, ça a été de réaliser un diagnostic force et faiblesse sur les ODD. Qu'on avait priorisé. Donc, on n'a pas passé à la moulinette tous les ODD. Ça ne veut pas dire que les autres, on n'a pas choisi, on ne s'en occupera pas. Mais on a vraiment voulu faire en fonction de la priorisation qu'on a donnée à nos ODD. Il y a eu une grosse phase de recueil d'informations. Et cette phase a été importante. Après, ce n'était pas un recueil d'informations uniquement fait par moi pour alimenter la démarche. Les membres du comité RSE ont activement participé. Et ça nous a permis de faire une première approche également avec les gens qu'on a été voir pour recueillir les informations. C'est-à-dire qu'ils nous ont posé la question, pourquoi tu as besoin de ci, pourquoi tu as besoin de ça. Et du coup, on commençait à les embarquer de cette manière-là en leur expliquant que voilà, ça, ce que tu me donnes là, pourrait, après une petite explication, bien sûr, au niveau des ODD, on a commencé de cette manière-là à également donner un peu d'informations aux collaborateurs qu'on sollicitait sur le sujet. Ok. Et là, on voit donc, c'est en effet dans le dialogue que ça se passait, c'est-à-dire que c'est pas juste, là on voit beaucoup de notes, mais c'est beaucoup de dialogue derrière pour discuter en fait, surtout des divergences en fait, sur quoi elles sont basées, est-ce qu'il y en a qui savent des choses que d'autres ne savent pas, et le mélange de perceptions. Et de là, on arrive à des points forts, à des petites actions qui ont été alimentées, votre feuille de route, c'est ça, et les différents chantiers. C'est encore un document sur lequel on revient régulièrement, justement, pour voir si on a bien pris en compte certains éléments qu'on voulait mettre en avant. Et du coup, ça nous a bien aidé pour la suite, en fait, qui est un peu la mise en musique. C'est la formalisation. C'est ça, qui est un peu la mise en musique de tout le travail qui a été fait depuis 2021. On a travaillé une représentation de notre vision, à la communication, à la feuille de route RSE. Et du coup, ce que vous voyez à l'écran, c'est maintenant intégré, c'est des slides qui sont dans la présentation de l'entreprise, qui sont utilisés par le collaborateur. On revoit les ambitions, on voit le prendre soin de nos collaborateurs, de nos partenaires, et la vision RSE que vous avez à l'écran qui vient symboliser en fait tout ce qu'on a décidé de faire par rapport à ça. On retrouve le prendre soin des personnes au milieu avec le triptyque collaborateur, partenaire, société. Les ODD prioritaires qui sont tout autour.
et du coup les actions, engagements, ambitions qu'on s'est fixées sur cette démarche RSE. Si je devais donner quelques exemples d'actions par rapport à tout ça, sur la partie collaborateur, on a démarré un travail de sensibilisation parce que tout ça, ça a été fait par le comité RSE avec l'utilisation de beaucoup de collaborateurs sur le sujet. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on communique beaucoup plus sur cette partie-là. On veut sensibiliser nos collaborateurs sur le climat et autres. Il y a des actions sur la fresque du climat qui sont en cours également sur le sujet. J'insisterai peut-être plus sur un des ODD qu'on a choisi, qui est l'ODD numéro 17, partenariat. Qui représente les partenariats. Ouais. La petite anecdote sur le sujet, c'est que du coup, on a commencé à discuter avec nos gros clients sur les ODD. Ils ont également, eux, des ODD qui sont prioritaires et du coup, on a décidé de travailler sur les ODD qu'on avait en commun. Et quand on leur présente notre priorisation, ils sont étonnés de voir le numéro 17. Parce que ils n'ont pas forcément pensé à le mettre à l'intérieur, alors que nous, on est vraiment dans une démarche de partenariat avec tout le monde, avec nos collaborateurs, avec nos parties prenantes sur le sujet. Et on est complètement convaincu qu'on n'y arrivera pas tout seul, en fait, de toute façon, sur le sujet. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu mettre en avant l'ODD numéro 17. Quand on avait commencé à travailler sur le sujet, on n'avait pas forcément identifié celui-ci comme prioritaire. Mais pendant le séminaire RSE, il est vraiment arrivé dans ceux que les collaborateurs voulaient mettre en avant pour la démarche RSE du groupe. C'est évident, ouais. Ok. Merci. Si tu peux, là, tu as commencé à donner quelques atouts en fait, du fait d'avoir une démarche structurée et mobilisatrice qui va se baser sur les objectifs de développement durable. Si tu devais résumer les atouts principaux de cette démarche qui est menée, ce serait quoi? Dedans, là, vous voyez un peu la démarche globale. Un des premiers atouts aussi au début, c'est que ça nous a permis de nous structurer et de nous poser les bonnes questions, en fait, sur la façon dont on voulait mesurer nos progrès, les avancements de nos actions, les projets, et donc, de manière générale, quels sont les indicateurs de pilotage qui vont nous permettre de savoir si on a pris la bonne marche, en fait, et qu'on est qu'on va dans le bon sens. Tout ça, ça nous a servi parce que Olat est coté en bourse, ça je ne l'ai pas précisé, mais on a une déclaration de performance extra-financière. J'en reviens rapidement à la fin, mais ça nous a permis de nous structurer par rapport à ça. De manière plus proactive. Ouais, beaucoup. Ça a vraiment structuré la manière de présenter la démarche de développement durable à nos parties prenantes. Donc là, quand je dis parties prenantes, c'est vraiment toutes les parties prenantes que vous avez là sur le côté. Ça nous a permis de le structurer, de leur montrer et de faciliter l'explication qu'on leur fait de notre démarche. Au niveau gouvernance, donc il ne faut pas oublier que c'est les membres du COMEX qui sont aussi à l'origine du séminaire de 2021. C'est eux qui nous ont demandé de travailler sur le sujet pour les alimenter pour la partie stratégique. Et maintenant qu'ils ont lancé les ambitions 2025, ils ont vraiment compris et ils sont beaucoup plus à l'aise avec les messages à faire passer, les actions à lancer, et ils veulent vraiment représenter ce développement durable dans toutes les présentations qu'ils peuvent faire à l'extérieur ou en interne. C'est un des premiers sujets qui vient à l'esprit des membres du COMEX sur ce sujet. On veut commencer à toucher également le conseil d'administration, mais c'est vraiment la couche supérieure et il faut que je pense qu'on y arrivera justement avec la manière des ODD, qui est une façon simple de présenter une démarche RSE. Je pense qu'on arrivera plus facilement à toucher le conseil d'administration de cette manière-là, plutôt que d'y aller avec les grosses définitions, des référentiels, ISO et autres. Ce sera beaucoup plus simple. Prochain enjeu, d'accord. Ouais. Et puis maintenant qu'on a un langage commun sur le sujet, donc avec les équipes RSE et QSE, c'est beaucoup plus facile. On se comprend, on sait où on veut aller. Maintenant, chacun réfléchit, mais les équipes internes également, quand ils lancent des actions qui, pour eux, cadrent un peu avec le développement durable, ils viennent plus facilement nous voir et ils commencent déjà à parler un peu des ODD. Tu vois, là, il y a quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas longtemps et qui m'a dit « Je voudrais lancer ça. À ton avis, ça cadre dans quel objectif de développement durable de ce que vous nous avez présenté? Ça répond à quoi? Est-ce que ça répond à 1, 2, 3?
Et il y a même un petit jeu qui consiste à essayer de toucher le plus d'objectifs de développement durable dans les actions. Le plus transversal possible. Bravo. C'est ça. Nos clients, Ok. nos clients, j'en ai déjà parlé, hein, c'est qu'ils ont également des ODD, des objectifs de développement durable prioritaires. Ce qu'on a fait, c'est un exercice de croisement de nos ODD prioritaires avec leurs ODD prioritaires. Et maintenant, on va voir les équipes RSE de ces clients et on leur dit, voilà, on a des sujets communs sur lesquels on pourrait travailler. Et qu'est-ce qu'on fait, comment on avance ensemble sur ces sujets. Ok. Et les fournisseurs, c'est peut-être la partie sur laquelle il faut encore qu'on travaille le plus pour l'instant. On a commencé à leur poser des questions sur le RSE, sur le développement durable, en utilisant notre vision RSE, en utilisant les objectifs de développement durable. Mais c'est encore trop frais pour voir cette partie-là. Mais encore une fois, vu que le langage est simplifié et facilité, c'est déjà beaucoup plus compréhensible sur cette partie-là. Ouais, plus t'es à l'aise. Ok, très bien. Et le dernier point, un des derniers points positifs, il y en a d'autres, c'est que les ODD sont venus appuyer les démarches qui étaient en cours chez nous. Donc la démarche ISO dont je parle depuis le début, c'est vrai que ça me rappelle mes débuts chez Olot, hein, quand on vient dans des filiales pour les certifier ISO, qu'on leur présente la démarche, qu'on leur présente ce qu'on va faire, qu'on leur parle de processus, de veille réglementaire, de mode opératoire. Ils nous regardent avec des gros yeux et tout de suite, ils voient les contraintes qui vont arriver derrière. Donc, après, ils comprennent et ils rentrent dans la démarche, il n'y a pas de problème. Mais les nouvelles filiales qu'on va lancer dans la démarche ISO, on a commencé à les approcher avec le développement durable. C'est-à-dire qu'on essaye de leur expliquer que tout ce qu'on va faire dans le cadre de l'ISO cadre dans le développement durable. On ne parle plus trop de macro-processus, on en parle à un moment ou à un autre, mais on essaye vraiment de donner un sens à ce qu'on va faire avec plutôt eux. Que le comment. Ouais. C'est ça. Et ça permet de simplifier beaucoup plus les présentations et les gens sont beaucoup plus facilement embarqués dans la démarche de cette façon-là plutôt que de lancer la grosse machine des processus et des modes opératoires comme le demanderait l'ISO sécurité, environnement ou qualité. Ouais, ils ont le sens, quoi, ils veulent contribuer. C'est ça. Ils veulent vraiment contribuer alors que, OK, avoir une certification, c'est important, mais là, ils ont vraiment compris l'intérêt de se lancer dans la démarche de développement durable. Et en faisant du développement durable, on arrive facilement également à obtenir une certification ISO. Il y a toujours un peu de boulot administratif derrière, mais c'est beaucoup plus facile comme ça. Tu as l'ISO, tu as l'EcoVadis, qui est quelque chose qui vous a été demandé par vos clients, c'est ça? Ouais. EcoVadis, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une agence de scoring en fait en termes de performance RSE, donc qui nous score en fait sur toutes les thématiques du développement durable. On a eu un de nos gros clients qui a exigé qu'on soit coté dans EcoVadis pour pouvoir continuer de travailler avec eux. Et de plus en plus, ils nous demandent tous dans les appels d'offres notre score EcoVadis. On participe parfois à certaines choses. Si on n'a pas de score EcoVadis, on ne peut pas y participer. Enfin, voilà, on se rend compte que ça devient de plus en plus important. Et la démarche qu'on a faite sur les objectifs de développement durable, au-delà du fait qu'EcoVadis insiste beaucoup sur les premières parties, sur les questions pour savoir si on a intégré les objectifs de développement durable dans notre démarche, ça a permis de structurer aussi les réponses qu'on apporte à EcoVadis. On est actuellement dans la période de renouvellement de ce scoring et c'est beaucoup plus simple de répondre aux questions parce que tout le travail qu'on a fait au préalable, toute la structure amenée par la démarche, nous permet de trouver plus facilement les réponses, nous permet de donner des réponses complémentaires qu'on aurait peut-être déjà pu apporter lors de notre première évaluation. Ça a vraiment été un outil important et on est beaucoup plus à l'aise maintenant à répondre à EcoVadis. Ouais, vous ne subissez pas les questions, vous avez votre démarche que vous expliquez en rentrant dans leur case. C'est ça. Et du coup, ça devrait, toute cette évolution qu'on a faite depuis décembre 2021, ça devrait se refléter dans le score qu'on pourra présenter à nos parties prenantes. On espère. Et le DPEF, du coup, je vous montre un peu comment vous avez structuré. Ouais, c'est donc la DPEF, c'est notre rapport RSE annuel en fait, qu'on doit obligatoirement publier et qui a d'ailleurs été publié en début de semaine là pour Olot, donc qui est disponible sur notre site internet. Comme EcoVadis, en fait, au début, ça a toujours été un exercice que Olot a pris comme un exercice réglementaire. On
on y répond parce qu'on est obligé de le faire, mais on n'y apporte pas forcément une grande importance et ben voilà, on répond juste, on met des pavés de texte et c'est audité et on n'en parle plus. Sauf que maintenant, on essaye de l'utiliser aussi comme un outil de communication. Et le fait d'y avoir intégré les ODD, ben, vous voyez sur la partie basse, en fait, tous nos indicateurs maintenant sont reliés aux objectifs du développement durable. Donc les prioritaires, mais on en a aussi quelques-uns auxquels on contribue, qui ne sont pas dans la prioritaire, mais on ne les laisse pas tomber non plus sur cette partie. Quand tu dis communication, parce que pardon, je te reprends, mais en me disant, on pourrait considérer que le DPF était un outil de communication externe, en fait. Mais en tout cas, ce que tu veux dire, ce que j'interprète, c'est de dialogue avec beaucoup de parties prenantes différentes, donc l'objectif est qu'ils le comprennent tous et que ce n'est pas juste fait pour répondre aux auditeurs. C'est ça, avec beaucoup plus de parties prenantes qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était bon, les investisseurs qui les lisaient ou les banquiers, peut-être. Maintenant, on a beaucoup plus de personnes qui le lisent, même en interne. En fait, le fait d'avoir restructuré, d'avoir donné un sens en fait à tout ce qu'on a mis à l'intérieur, même en interne, les gens commencent à le lire, à nous poser des questions et veulent l'utiliser également pour en parler à leurs parties prenantes. Donc, on a des personnes qui sont dans en les capacité de le relayer en fait. Ça, ils veulent le relayer, ils veulent montrer en fait, et ils sont fiers de montrer que nous aussi on fait quelque chose pour le développement durable, et ils peuvent leur montrer avec ce document. Ok, parfait. Merci pour ce partage. On voit bien donc l'évolution, les différents paliers, le moment où quelque part, il y a la grande décision de vraiment le prendre en global RSE, de le structurer via cette méthode-là. Voilà, si j'ai envie de pousser un peu plus loin, je me dis, bon, ok, vous avez posé quelque chose. Oui. Maintenant, on voit déjà que ce n'est pas que ça, qu'il y a de la mobilisation, du dialogue. Comment tu vois que la mayonnaise va prendre, comment ça vit en fait? Comment tu vois que ça peut vivre aujourd'hui, demain, et continuer de mode itératif à prendre en fait, de manière de plus en plus profonde? Là, on est vraiment rentré dans la phase de communication. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait depuis le début, alors, il y a déjà des petites victoires dans le sens où on n'a pas communiqué énormément sur le sujet, mais plus par petites touches. On a rentré les ODD dans des communications. On a fait par exemple en décembre un calendrier de l'Avent avec les ODD à l'intérieur. Donc les gens venaient l'ouvrir et ils avaient une information sur les ODD, etc. Donc on a commencé à communiquer là-dessus. Mais la petite victoire, c'est que les gens maintenant viennent nous voir beaucoup plus facilement et nous disent, tiens, ce serait bien qu'on fasse ci, ce serait bien qu'on fasse ça. Et ils veulent vraiment participer à la démarche. Donc, on n'a pas énormément communiqué encore, mais on voit que ça commence à prendre par les petites touches qu'on a apportées à droite à gauche. Donc là, il faut vraiment qu'on accélère sur cette communication et également sur la sensibilisation. Donc, on a décidé de former des gens en interne pour la fresque du climat, pour commencer avec la fresque du climat à expliquer aux gens, en fait, à leur faire comprendre avant de pouvoir les mettre dans l'action. Donc, on a vraiment voulu faire ça et on est en train de réfléchir au déploiement de cette partie. On a un comité RSE, donc comme je vous l'ai dit au début, on a un comité RSE qui se réunit tous les mois, tous les 2 mois pour piloter les actions. Donc c'est un rituel mensuel en sachant que ce sont des responsables de métiers, c'est ça? Qui eux-mêmes vont porter des chantiers. On a un responsable financier, on a du coup le directeur de la zone Europe qui est le membre du COMEX. Et j'ai quasiment 100% des personnes qui sont présentes parce qu'ils ont vraiment la volonté de faire avancer le sujet. Pour des raisons différentes. On en a, c'est parce qu'il y a des clients qui nous demandent des choses. Il y en a d'autres parce que leurs collaborateurs leur demandent des choses. Il y en a d'autres, c'est parce que les investisseurs ou les banquiers leur demandent des choses également. On est aidé également par tout l'écosystème en fait, qui nous pose beaucoup de questions sur le sujet et qui nous permet d'avancer beaucoup plus efficacement. Oui, comme vous les faites avancer. En fait, on sent que c'est vraiment une logique dynamique qui se met en place. Okay. C'est ça. Mais ceci étant dit, j'entends bien le fait que c'est organisé. Enfin, c'est-à-dire vous avez vos rituels avec votre gouvernance, il doit y avoir des points. C'était quoi tous les trimestres avec la gouvernance? Oui, on a, du coup, ça lié aussi aux ambitions 2025 où les projets stratégiques passent en COMEX, du coup, tous les trimestres. Okay. Du coup, on fait un point comité RSE et un point avec le COMEX sur les sujets.
également le conseil d'administration, puisqu'il n'y a pas longtemps, on a fait une présentation pour leur présenter notre nouvelle déclaration de performance extra-financière. Ça reste la DPEF, mais du coup, on a essayé de leur montrer comment on l'avait fait évoluer et comment on avait essayé de la simplifier pour qu'ils puissent l'utiliser. Et un des derniers points qu'on est en train de travailler aussi, le graphique que vous voyez sur la gauche, notre vision RSE, est plutôt récente. Et maintenant, on est vraiment en train de travailler sur lier toutes nos actions à ces objectifs, lier nos indicateurs à ces objectifs et d'utiliser cette vision RSE qui est sortie de ce séminaire en 2021 pour vraiment organiser toute la démarche et donner un cadre à tout ce qu'on veut faire sur le sujet. Et le point important, c'est qu'on veut vraiment prendre le temps de faire ça. C'est-à-dire que même si on a la pression de nos clients, si on a la pression de certaines de nos parties prenantes sur le sujet, on veut vraiment prendre le temps de digérer toute cette partie-là et de réfléchir à ce qu'on veut faire et d'annoncer les choses quand on sera sûr qu'on va tenir nos engagements et qu'on va arriver à faire ce qu'on a prévu de faire. C'est vraiment un souhait de la direction sur le sujet, ce n'est pas le comité RSE. Là, ça vient vraiment du COMEX et de son directeur général. Il faut vraiment qu'on fasse les choses de la bonne manière. On ne peut pas annoncer quelque chose qui ne peut pas tenir, c'est ça, en gros? C'est ça. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse et qu'on prenne le temps de faire les choses là-dessus. Structuré. OK, super. Merci beaucoup, Béranger. On va laisser, je ne vois pas de questions là dans le. Ah, si, quelques questions arrivent. Justement, vous laissez 5 minutes d'échange avec Béranger en posant vos questions dans le chat, s'il vous plaît, dans les conversations, et on va les regrouper si elles se ressemblent. Et une première question pour rentrer un peu sur le fond, sur l'ODD 17, pourquoi vous l'avez identifié dans un second temps? Alors, faut peut-être un petit peu préciser ce qu'il y a derrière aussi avant pour répondre sur cet ODD 17. Ouais. L'ODD 17, en fait, le titre de l'ODD 17, c'est Partenariat pour l'atteinte des objectifs. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est un ODD très spécifique, qui est transverse. C'est un Oui, moyen plutôt qu'un objectif. C'est devenu un objectif pour faire comprendre qu'on ne peut pas avancer seul, en fait, dans ces sujets-là. Voilà. Et dans le début de la présentation, on vous a présenté que l'écoute client, l'écoute collaborateur était importante pour Olot. Et du coup, pendant le séminaire RSE, après présentation, parce qu'on a eu une grosse présentation de tout le contenu des ODD, pour comprendre vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de chacun de ces objectifs de développement durable, l'ODD 17 est vraiment naturellement arrivé tout seul parce que dans l'ADN du groupe, cette notion de partenariat est très importante. Et du coup, nos collaborateurs ont vraiment voulu le mettre en avant. Et ce qui est plutôt maintenant qu'on a commencé à travailler sur le sujet, ce qui est plutôt une très bonne idée parce que ça montre vraiment l'importance qu'on accorde au travail qu'on veut faire avec tout le monde sur ces sujets. Merci. Une question sur la composition de votre comité RSE. Est-il composé uniquement de managers responsables décisionnels ou aussi de salariés de tout niveau? Il est composé donc de membres de directeurs, de membres du COMEX, de responsables. Et c'est ce niveau-là, au niveau du comité RSE. En revanche, régulièrement participent d'autres personnes dans le comité RSE. Ce n'est pas le noyau dur du comité RSE, mais n'importe qui peut intervenir au comité RSE pour nous présenter un sujet sur lequel il souhaite qu'on débatte, qu'on travaille. On a eu par exemple on appelle chez nous un architecte machine, en fait, qui travaille sur la structure de nos machines, qui travaille sur tous les composants qu'on met à l'intérieur, qui est venu nous présenter tout le travail qu'il a fait sur le taux de recyclabilité de nos machines et sur les émissions de carbone de chacun des composants qui sont à l'intérieur de nos machines. Donc voilà, c'est pas... Il est venu nous présenter ça. On a la semaine prochaine, on a une structure chez nous qui s'appelle le e-lab, qui est un peu une structure d'innovation à l'intérieur du groupe. Et tous les gens qui ont une idée peuvent aller au e-lab et présenter ça à l'équipe du e-lab. Et après, ils travaillent sur le sujet et essayent de développer quelque chose là-dessus à partir de cette idée. Et on a eu de ce e-lab une application en fait qui est sortie pour donner à nos clients les émissions carbone de nos machines.
pour les aider à choisir les machines quand ils doivent aller, par exemple, dans des zones à faible émission, pour les aider à choisir la machine la moins émissible de notre gamme, et du coup, pour les aider à, voilà, la machine a travaillé 8 heures, ça donne tant de CO2 à la fin, et ça leur permet de mieux calculer les choses là-dessus. C'est pas forcément une demande client pour l'instant, mais du coup, ça arrivé par une idée qui a été émise par une personne à l'intérieur. Alors, merci. On a 2 questions là qui portent plutôt sur le choix, pourquoi ne pas avoir comme référentiel l'ISO 26000 et j'associe la question de Michel ensuite qui est, à une démarche QSE au sens des 3 normes ISO. Sur quel sujet domaine la RSE va-t-elle plus loin? Donc, voilà, pourquoi pas 26000 et comment, au-delà des normes, votre démarche va plus loin que les normes? Pourquoi pas l'ISO 26000? Parce que on voulait sortir de cette partie ISO avec déjà les 3 certificats en qualité, sécurité et environnement. Et ce que je disais aussi au début, que les gens c'était un peu compliqué de les lancer dans la démarche quand on en parlait d'ISO. On voulait vraiment quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus accessible. Donc c'est pour ça qu'on a mis de côté cette ISO, même si avec tout ce qu'on fait en termes de 9001, 14001, 45001, on pourrait facilement, je pense, il y a encore un peu de travail à faire, mais on pourrait déjà répondre à une partie de l'ISO 26000. Mais c'est vraiment pas un choix de partir sur cette partie-là. Il faut vraiment qu'on reste le plus simple possible dans notre démarche et c'est pour ça qu'on ne l'a pas retenu. Et par rapport à la question sur les ISO, là où ça va plus loin, c'est la dimension sociale également. Parce que quand on parle d'ISO, on parle de process. On parle de sécurité de collaborateurs et de protection de l'environnement, mais tous les aspects formation, bien-être au travail ne sont pas trop décrits explicitement dans l'ISO 45001, par exemple. Et du coup, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin sur ces sujets. La partie éthique des affaires, la partie IT, c'est toutes des points qui sont un peu traités dans les ISO qu'on a actuellement, mais qui n'avaient pas été des sujets très préoccupants au début. Mais ça nous a permis d'aller un peu plus loin sur cette partie. La partie économie circulaire aussi, tout le Restart Center et autres qui est fait dessus. C'est des choses que aller dans une démarche RSE nous a permis de vraiment mieux le mettre en avant qu'aurait permis de faire la démarche QSE. Merci beaucoup. Dans le chat, Charles aussi précise pourquoi il préfère l'approche ODD. Je vous laisserai aller voir. On a une question plutôt RH. Est-ce que cette démarche vous a permis d'attirer de nouveaux talents en la mettant en avant lors des recrutements à ce stade? On ne l'a pas encore mesuré en fait. On a un des membres du COMEX qui est responsable de toute cette partie-là, qui insiste beaucoup. La vision RSE là, que vous avez à l'écran a été présentée il n'y a pas si longtemps que ça, justement, à cette personne. Et c'est lui qui nous a réclamé d'avoir vraiment un visuel qui permet de mettre en avant toutes les actions, tous les indicateurs. Et il veut vraiment que ses équipes RH puissent l'utiliser pour le montrer aux nouveaux arrivants. Ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait de plus en plus de questions sur le sujet. Et ils sont un peu secs sur cette partie-là pour l'instant. Et il veut vraiment qu'on travaille pour le mettre en avant pour justement essayer d'attirer de nouveaux collaborateurs. Ça n'a pas encore été vraiment utilisé, mais on veut vraiment l'utiliser. La démarche est encore un peu neuve pour l'avoir utilisée. Il faut vraiment qu'on avance sur cette question. Mais ça fait partie d'un des axes, attirer et fidéliser les talents. On a déjà des programmes qui répondent à ça, mais qui ne sont pas beaucoup mis en avant. La démarche RSE va nous permettre de mieux mettre en avant. Ça permet de souligner la sincérité de la démarche. Vous ne communiquez pas avant d'avoir fait les choses. C'est ça. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Là, on vous propose de passer au point de vue d'Optime sur la démarche RSE. Je m'appuierai aussi un peu sur ton illustration. Bérangère, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça de manière très, très claire. Pour le point de vue, donc, je vais vous partager. Hop là. Le point de vue d'Optime, ce qu'on voulait vous
Ouais, vous montrez un petit peu c'était pourquoi. Donc, pour nous, comme vous l'avez bien compris, on a vraiment une volonté de partir de l'objectif du développement durable. Pourquoi? On en a parlé un peu avec Béranger, hein, c'est de se dire que c'est le seul langage, on va dire, commun, compréhensible, simplifié, qui parle à nos différentes casquettes de citoyens, de consommateurs, de professionnels, d'acteurs économiques, de collectivités, donc qui va rejoindre l'ensemble des acteurs et la manière dont ils vont contribuer à ces objectifs. Donc pour nous, ça fait sens de partir de cette finalité, tout en se disant l'économie, elle a une place particulière et quand on va aborder les ODD, donc nous on se dit, bah voilà, c'est systémique, il y a des différents objectifs, c'est mondial, et en même temps, on a besoin que l'entreprise comprenne quelque part, en tout cas, qu'elle s'aligne ou qu'en tout cas, il y a un dialogue au cœur de l'entreprise sur se dire, est-ce qu'on partage cette vision qu'on appelle la vision du wedding cake ou du gâteau de mariage, qui est de dire, finalement, les ODD, on pourrait les regrouper en se disant qu'il y a ceux qui vont concerner l'économie, le travail décent, la consommation, la production durable, les inégalités, et que l'économie, elle est basée sur la société, en fait, hein, sur des sociétés, civilisations qui sont bâties, des ressources, bien sûr, de cette société, et cette société est elle-même, elle a des conditions d'habitabilité, si je peux utiliser ce mot-là, qui sont liées à son environnement. Et donc, on a bien ces interdépendances, et que si l'environnement craquelle, le gâteau s'écroule un petit peu. Donc, ce sera moins facile pour l'économie de fonctionner. Donc, on a vraiment besoin de poser ça comme une systémique, une interdépendance entre ces trois niveaux, qui veut dire que nous, on traduit, alors on aime bien utiliser le donut, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une manière un peu visuelle de se dire que finalement, on veut développer une économie qui prenne en compte un plafond environnemental, c'est-à-dire intégrer qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser sous réserve que le gâteau s'écroule, on va dire, ou se fissure et du coup qu'il y ait des conséquences. Donc de prendre en compte ces limites. Et en même temps, il y a bien un plancher social et une répartition pour que tout le monde ait accès à la santé, respect de l'égalité des sexes et le développement, équité sociale. L'équité sociale étant quelque chose de très très fort qui ne ressort pas forcément en français hein, dans le terme développement durable, mais en anglais sustainable le prenait davantage. Donc on est vraiment sur cette prise en compte du bon équilibre en fait hein, sur l'économie. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on pose en amont de toute démarche qui va expliquer l'importance de la systémique et qu'on sort justement d'une logique classique, on va dire, interne. Et derrière, ce qu'on explique dans une démarche, c'est que bien sûr, elle va être complètement intégrée dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc là, sans surprise, on retrouve le fonctionnement quelque part, la roue hein, d'une entreprise. On a la stratégie, on a la déclinaison et la gestion des opérations, on a le bilan, mesure, résultat. Et le développement durable, on montre bien qu'il va traverser tout ce fonctionnement avec un point important d'acculturation. On utilise ce mot acculturer parce qu'on est vraiment dans un changement de culture assez important qui va se faire en impliquant et en faisant coopérer l'ensemble des parties prenantes. Ceci étant dit, donc quand on a plusieurs portes d'entrée, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un mode aussi itératif, hein, et tout le monde ne va pas forcément commencer, c'est un peu ce que témoignait Béranger, hein, on ne commence pas forcément tout de suite par la vision, la politique, l'objectif, la feuille de route. On commence par certaines actions, poussées par la réglementation, par le marché. On va prendre un sujet, la sécurité, puis un autre. Et c'est très bien, et ça fait avancer l'ensemble du système et qui va se décliner ensuite donc dans les métiers, dans les fonctions support, dans le management et dans la mesure. Là, ce qu'on veut faire apparaître, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est juste de dire quand on veut passer un palier de structuration, c'est là qu'on va vraiment aller toucher la vision, la politique, qui va se décliner en gestion-opération, qui sera mesurée, et on va acculturer, puisque les comportements, les ODD, même les enjeux en tant que tels de société vont évoluer, donc on est vraiment dans cette boucle. Là, on vous a un peu traduit, acculturer, c'est un peu ce que partageait Béranger, hein, c'est sensibiliser. Donc, pour Olot, ça s'est fait justement via, pas que le CODIR, hein, c'était vraiment 25 personnes. Donc, il y avait le comité RSE, dont certains représentants du CODIR, salariés, pas que management.
Et on peut donc, là, l'objectif, c'est de le faire de manière globale, c'est-à-dire que s'il y a vraiment en effet un temps d'explication de c'est quoi les ODD, hein, tant qu'on n'a pas compris, c'est un peu compliqué de s'aligner, donc il y a un temps important là-dessus. Et dans d'autres entreprises, peut-être les vôtres, la porte d'entrée, elle se fait via un sujet. Donc, par exemple, la fresque du climat, on en entend beaucoup parler, c'est un outil qui est très performant pour faire comprendre les impacts des changements climatiques. En tout cas, comment les causes et les conséquences. Donc, on utilise les fresques, les théâtres forums. Il y a aussi, bien sûr, la formation en prise de poste de responsable RSE ou passer de QSE à RSE. Voilà, tout ça, c'est vraiment l'acculturation. Ensuite, on va être sur ce qu'on va voir ensemble, la démarche de structuration de la RSE, ce qu'a témoigné Béranger. On a aussi des parties de politique, c'est-à-dire sur le climat. On peut être sur comment j'évalue mes risques par rapport à des scénarios d'adaptation au changement climatique et énergétique et les prendre en compte. Quand on parle de le décliner dans la gestion, dans les opérations, donc dans les différents métiers, on va être sur, par exemple, analyser vos pratiques RH à l'aune de la RSE, les différentes politiques. Politique de rémunération, politique de recrutement, dialogue social, comment à chacun de ces pratiques, on prend bien en compte les enjeux. De manière aussi très concrète dans la maintenance, hein, on peut se dire comment, quand je revois les opérations de maintenance, généralement je le mets en lien, c'est ce qu'on fait avec les KPI de RSE, en quoi ils contribuent à la RSE, et si ça n'est pas le cas, en quoi je vais modifier. On travaille aussi sur la partie offre, offre et services, comment vous positionnez les arguments sur ce que les offres et services apportent aux ODD. Et puis, quelque chose de pas négligeable qui est en fait le management qui se retrouve porteur, c'est un porteur fort pour nous dans une dynamique de changement de cette démarche. Et donc, une des questions est comment je revois bien mon référentiel managérial pour prendre en compte ce qui est attendu pour conduire une démarche RSE. Et bilan, mesure est plus connu, c'est comment je mesure ma maturité globale sur l'ensemble de mon sujet, par différents labels ou ISO, ou sur un sujet spécifique comme le bilan carbone. Voilà, donc différentes portes d'entrée. Là, c'est un petit zoom sur quand on choisit de rentrer sur une démarche de structuration. Ce qui a commencé, et en transverse, on a bien sûr le pilotage, et ça qui va toucher surtout, comme le disait Béranger, une fois qu'on a la démarche, comment on va la piloter, comment on la fait vivre au quotidien. Là, on vous fait un petit zoom sur un peu ce qu'a expliqué Olotte et ce qu'on conseille pour passer ce palier de démarche de structuration. Je ne reviens pas sur la première étape qui est essentielle, qui est la compréhension des ODD, et pas que, c'est quoi le développement durable, c'est quoi la RSE, voilà, tout ce langage commun qui va aligner tout le monde. Après, on questionne assez vite en quoi la RSE est intégrée ou pas dans la mission, le but de l'entreprise. Et c'est quoi la vision de l'entreprise sur sa RSE. Ça, ce sont des petits exercices de projection, de prospective et d'analyse de ce qui existe aujourd'hui, de ce qui existe chez les autres et de vers où l'entreprise veut aller. Le point important, Domiti, c'est bien sur sa RSE et ce n'est pas sur la RSE. Tout à fait, merci de préciser. C'est bien la RSE de l'entreprise. L'analyse des enjeux développement durable prioritaire, c'est ce que vous a partagé Béranger en séminaire. Donc en fait, en séminaire, on peut le faire très rapidement avec un ensemble de parties prenantes, mais l'idée est bien sûr de le faire avec les parties prenantes externes le plus large possible. Donc, c'est pour ça que Béranger citait tout à l'heure l'idée après de le refaire justement, de le creuser, en fait, de le renforcer vraiment en allant questionner les parties prenantes externes et internes en élargissant à chaque fois le cercle. Et on a vraiment un double regard interne-externe. Et après, on va arriver sur le diagnostic partagé, qui est le niveau de maîtrise et qu'est-ce que maîtrise l'entreprise, avec un questionnement bien particulier et un dialogue avec les différents représentants. Donc là, on a un diagnostic d'une part et on a l'animation du dialogue, qui est important pour se dire que ce n'est pas juste je structure, c'est je structure pour mobiliser. Voilà. Et on arrive après cette démarche. Selon la taille des entreprises, pour une petite entreprise, cette démarche, elle va se faire en 6 mois.
Pour Reload, il y a eu des temps d'arrêt, il y a des temps de digestion, en fait, justement que ça remonte au COMEX, de dire comment on passe l'étape suivante. Donc, ça s'est étalé, je pense, sur 1 an et demi. Oui, c'est ça. Donc ça, on s'adapte. En fait, ce qu'il faut retenir selon nous, c'est il y a des étapes, il y a un rythme à donner, mais il y a une digestion. C'est un cheminement. Il faut savoir voilà, vers où on va, mais il faut laisser le temps à l'entreprise d'aller justement mobiliser. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait en cercle fermé, comme vous pouvez le faire les Covadis, répondre à un questionnaire, on le fait à une personne, ou voilà, ce n'est pas du tout le but. Vraiment très participatif. Pour vous faire un petit zoom sur le référentiel que tu as rapidement montré, ensuite, c'est vraiment comment on diagnostique, comment on lance le dialogue RSE. On structure différents types de questions, donc qui sont vraiment, donc si on prend par exemple sur le travail décent ou sur le climat, à chaque fois on va analyser un sujet, on va dire comment l'entreprise l'a intégré dans sa vision, dans sa mission, est-ce qu'il y a des responsabilités qui ont été clairement posées, est-ce qu'il y a des procédures, des politiques qui l'intègrent, est-ce qu'on a déjà des KPI, donc des indicateurs, pardon, un système de gestion, un système de pilotage. Ça c'est une première grosse partie de qu'est-ce qui est ancré. On regarde ensuite, on analyse, est-ce que les ressources humaines, il y a des ressources humaines dédiées, est-ce qu'il y a des compétences au sein de l'entreprise pour gérer cet enjeu, climat ou sécurité, ou voilà, un autre consommation, production durable. Donc, est-ce qu'on met les ressources, est-ce qu'on met le budget en se disant, et est-ce que ce budget est significatif par rapport à d'autres investissements? Quelles sont les actions projets? Souvent, dans toute entreprise, j'imagine que vous faites toutes des actions des projets. Il y en a. Le reste est moins structuré en règle générale. Ça permet vraiment de se dire, OK, j'ai besoin de voir la globalité. Et est-ce qu'il y a déjà une analyse des résultats? Et ce qu'on analyse, c'est est-ce que les résultats sont à la hauteur, quelque part, de ce qui est mis en place? Est-ce qu'on voit vraiment une évolution de tendance en fonction de ce qui est mis en place? Ce diagnostic, donc vous le voyez, hein, on a vraiment cherché à représenter le fait que c'est quelque chose de collectif. Donc là, comme l'a bien témoigné Béranger, on a le comité RSE qui le prenait, donc en fait, il y avait Béranger qui faisait le pilote, en tout cas l'articulation entre l'ensemble, mais comme il le disait, il va vraiment aller chercher les uns et les autres pour les impliquer dans l'importance de ce que ça amène. Donc, on est vraiment sur du collectif, différentes représentations de l'entreprise, et c'est bien ce dialogue-là, via le questionnement, qui suscite la mobilisation. Ce n'est pas juste je réponds pour avoir une note. Hein. Là, on est vraiment sur, bah oui, qu'est-ce qu'on fait, vers quoi on a envie d'aller. Donc, exemple de question, l'enjeu est-il identifié dans la vision? Il y a aussi, est-ce qu'il a été analysé de manière systémique? Hein, comment on a positionné l'enjeu? Est-ce qu'il est communiqué en interne? Est-ce qu'on a des responsabilités qui sont associées à l'enjeu? Et à quel niveau de l'entreprise ça se passe? Un autre exemple sur le budget, je disais rapidement, on regarde, est-ce qu'il y a des budgets qui ont été alloués en formation, en communication, en conduite de projet, en investissement en R&D, 2 points très importants. C'est là aussi qu'on voit vraiment la stratégie de l'entreprise, hein, dans quoi elle investit, notamment dans sa R&D, et ces montants sont-ils cohérents avec l'ambition affichée? Voilà, donc on voulait vraiment partager avec vous l'importance de... C'est ce que disait un peu Béranger, entre l'ISO et ce référentiel-là, qui se veut plus un diagnostic, un dialogue sur comment on va contribuer à ces finalités en interrogeant à chaque niveau de l'entreprise, hein, de gestion, ce qu'on a mis en place. Et on sent bien que ça vient interpeller chacun et que ça structure aussi leur propre questionnement pour la suite. Alors, on ne peut pas s'empêcher de vous partager un petit peu comment ça s'est fait aussi pour Optime. C'est-à-dire, pour reprendre, nous, on se l'applique aussi, c'est-à-dire, c'est ce qu'on propose comme démarche, on se l'applique, on est une petite structure, comme vous le savez, on est 20. Donc, vraiment, l'ancrage ODD, Donut, vous le retrouvez dans notre manière de dire, nous, notre but, il est vraiment de trouver l'équilibre entre ces limites environnementales et le plancher social. On a aussi priorisé nos ODD.
poser des chantiers. Et en même temps, chaque sujet étant complexe, hein, comprendre chaque ODD, le climat voilà, à lui seul est un grand sujet. On a choisi, nous, d'aller à chaque fois approfondir un ODD. On les a priorisés, ensuite on les approfondit et on alimente les chantiers au fur et à mesure. Là, vous voyez certains de nos chantiers sur notamment le modèle d'affaires, gouvernance, hein, ça va bien sûr toucher les achats. Il y a des grandes questions sur les missions clients contributives. Comment on peut mesurer qu'on a une contribution sociale, environnementale avec nos clients, l'importance pour nous de la coopération. On a aussi une vraie questionnement de business model, hein, de marge, faire un mini-maxi, pas chercher à faire une croissance pour une croissance si elle a des impacts sociaux et négatifs et environnementaux négatifs. Voilà, ça vous donne une idée de comment nous, on voit la démarche dans un mode très intégré, systémique et en même temps qui demande du temps. C'est forcément un temps un peu long, hein, de changement culturel. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent y aller, que c'est vraiment un sujet qui interpelle. Et qu'en même temps, ces paliers ne sont pas si faciles que ça à passer. Entre l'intention et l'action, on aime bien donner l'exemple du don du sang. 97% disent qu'ils veulent donner leur sang, mais 3% le font. Donc nous, c'est pour voilà, vous aider à passer de l'intention à l'action, et pas qui demande voilà, une animation, dire un rythme qu'on propose d'apporter. Pour conclure, alors on voulait reprendre la petite question que Sébastien vous a posée au début. Sébastien, je te laisse la main. Alors, effectivement, votre avis, donc, au début, on vous a posé une question sur le fait que est-ce que vous pensez que votre entreprise a mis une démarche RSE structurée? Donc, votre avis a-t-il changé après ce témoignage de Béranger et de Olotte par rapport à ça? Donc, si vous voulez nous partager. Et en même temps, je vous mets dans le lien, dans le chat, un lien vers un petit questionnaire Sinon, c'est bon. Ah, c'est parti. Et ben vous l'avez, Dominique l'a mis. Pour voilà, pour partager votre nouvelle perception et un petit bilan à chaud. Et bien sûr, dans le chat, n'hésitez pas à mettre vos retours par rapport à ces éléments. Il y a encore quelques minutes pour profiter de notre témoin Béranger pour creuser quelques points et puis pour approfondir avec Domitille. En répondant, si certains veulent bien. En fait, donc, il y en avait 6 d'entre vous qui étaient responsables RSE. Peut-être que d'autres, vous voyez aussi comment ça se passe dans votre entreprise. Est-ce que de ce que Béranger vous a témoigné, est-ce qu'on vous a aussi le point de vue d'Optime sur une démarche structurée et mobilisatrice, est-ce que pour certains d'entre vous, ça a fait évoluer leur perception? Sur quoi? Sur quels éléments? Voilà, si vous souhaitez partager dans les 5 minutes, n'hésitez pas. Et peut-être pendant que chacun répond au petit questionnaire. Quelques réponses dans les conversations. Merci Bruno. Question de Pierre. Est-ce que vous considérez l'évaluation EcoVadis comme une aide majeure ou accessoire? Tu as le choix, Béranger. Le premier exercice est très compliqué, EcoVadis. Si on n'a pas une structure derrière, c'est vrai qu'il faut aller à la recherche des infos et autres. Donc ça peut être compliqué, mais en fait, une première évaluation EcoVadis, ça peut nous aider aussi à trouver une structuration. Donc ça vient en complément de toute la démarche développement durable. Mais il y a certains sujets, certaines questions qui nous sont posées dans EcoVadis qui nous ont permis aussi de dire, tiens, il faudrait peut-être qu'on travaille aussi sur ce sujet-là. Des choses qu'on n'avait pas forcément vues dans nos ODD prioritaires ou autres, il y a des petits éléments qu'on se rend compte dans EcoVadis. Donc, c'est moitié-moitié. Après, c'est vrai que
ça permet de donner un score de performance, en fait. Ça nous permet de donner une idée et de montrer à nos parties prenantes, en fait, quel est le niveau de notre performance RSE. Donc, je dirais pas que c'est une aide majeure. J'enlèverais peut-être le majeur et je dirais que ça peut être une aide, sur nos démarches. Merci. On a Bruno qui souligne qu'il apprécie beaucoup l'approche collaborative avec la participation des volontaires qui vont essaimer, donc effectivement l'aspect acculturation. Delphine pose la question, Béranger, en termes de temps, en ETP, combien estimez-vous consacrer en phase de mise en place, puis en régime de croisière? Alors j'imagine que c'est pour vous et plus largement par rapport à votre entreprise en Europe voilà. Ouais, c'est toujours compliqué à répondre à ces questions. Après, j'ai vu la transformation en fait entre le passage QSE et RSE. Ça a été très peu au début, c'est monté en cadence au fur et à mesure qu'on montait dans la démarche, notamment sur le recueil des informations. En fait, ça diminue petit à petit parce que le fait d'aller chercher les infos, on sait où ça se trouve, et après on met en place les outils qui nous permettent d'aller récupérer plus facilement les données, les informations. Et du coup, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, mais tout ce temps consacré au début à comprendre, à réfléchir et à mettre en place quelque chose qui va nous permettre de l'avoir plus facilement, c'est du temps gagné sur la fin. Et du coup, il y a eu un pic au moment de la démarche, mais là, on est sur un rythme qui est plutôt... il n'y a pas de trop de soucis particuliers sur cette partie-là. Ça reste du quotidien et le but, c'est vraiment de mettre en place les éléments qui vont nous permettre de nous faciliter la vie sur tout un tas d'éléments. Et le fait aussi d'impliquer de plus en plus de monde permet aussi d'alléger un peu le travail sur ces sujets. L'exemple du comité RSE, c'est que du coup, dans notre axe stratégique développement durable, on a tout un tas d'actions à mettre en place. Et chacun des membres du comité RSE a le pilotage d'une ou plusieurs actions. Ce n'est pas forcément le pilote ou moi qui prenons toutes les actions. C'est que tout est dispatché d'une personne à l'autre du comité. Et on se fait un point au comité RSE sur cette partie-là. Donc vraiment, on sépare le travail, on essaye que tout le monde soit impliqué dans le sujet. Merci beaucoup Béranger. Je rejoins Loris qui, dans le chat, remercie beaucoup pour votre témoignage transparent, concret et cette démarche qui est menée. Merci à tous. Voilà, il nous reste 4-5 minutes. Il est peut-être temps de passer, de vous présenter les prochains temps Optime Ressources et vous faire une proposition. Dominique va faire une proposition en lien avec ce sujet. Alors, la proposition, c'est qu'on a découvert, on s'est formé avec Patrick à la fresque des frontières planétaires. Je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent maintenant le mode d'apprentissage en collectif, du mode fresque. On en voit beaucoup. Nous, ce qui nous semble important pour celle-ci, c'est de ne pas rester sur une compréhension que ça s'arrête au climat, sur les limites, le plafond environnemental. Et cette frontière, il y a une fresque des frontières planétaires qui existe maintenant et qui permet de faire comprendre l'ensemble des, un peu technique, mais processus biochimiques, géochimiques qui donnent les conditions d'habitabilité de la Terre, en fait, et de se dire, OK, comment, quand je mène une action climat, par exemple, je vais faire attention à ne pas avoir un impact négatif sur d'autres frontières planétaires. Donc, on voulait vous proposer de vous former via une fresque en 3 heures, qu'on imagine donc un soir chez Optime dans nos locaux, ou à distance pour ceux qui sont trop loin, d'en faire une plutôt en soirée, en fin de journée. Fin juin, début juillet, on vous enverra des propositions. Voilà pour cette belle proposition. Donc à suivre à venir. Prochain webinaire. Ouais. Donc on a un autre webinaire noté le 9 juin. Là, on est vraiment sur une approche développement stratégique d'une organisation. Comment construire et piloter sa croissance au service de son but, avec le témoignage de Skyray, qui est une entreprise qui travaille dans le photovoltaïque, qui est un témoignage très, très intéressant.
qu'on a accompagné presque depuis le début, en fait, donc de toucher du doigt comment on développe une nouvelle activité, comment on arrive à pas trop se disperser, à faire quels outils, en fait, on utilise. Mercredi 9 juin, donc, à noter. Et nous avons d'autres événements, les formations TOC, 8-9 juin, et un webinaire à la rentrée le 29 septembre sur Rendre agile vos projets, ce qui va être gestion de projet sur le mode agile, et notre école de consultants qui lance sa prochaine promotion en septembre 2023. Donc, si vous connaissez donc des personnes qui souhaitent se former consultant interne, interne, externe, c'est vraiment le mot-clé, c'est la transformation, comment un consultant management, organisation, transformation. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà pour le petit moment de pub sur ce qui se passe chez Optime Ressources. Et merci beaucoup à tout le monde de votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore Béranger et bravo. Donc à suivre après cet échange qu'on a eu, on vous enverra, je pense, un mail avec le lien puisqu'il a été enregistré. On vous enverra la proposition de date que Domiti vous a fait pour la fresque des limites planétaires. Avant de partir, écoutez, merci de nous laisser dans un chat. Nous, on aime bien avoir un feedback pour améliorer, pour toujours progresser dans nos relations partenariales avec vous. Donc, mettez dans le chat un petit mot et une petite évaluation. Je ne sais jamais dans quel sens il faut le prendre. Sachant qu'on l'a dans le questionnaire. On l'a dans le questionnaire. Bon, voilà, dans le questionnaire. Alors, pour ceux qui ont répondu, vous ne sentez pas obligé de le dire 2 fois, mais sinon, ça fait toujours plaisir de le voir. Oui. Ou pas. Voilà. Merci beaucoup et encore merci Béranger et à très bientôt sur nos lignes. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir à tous.